Bonjour. Ok, c'est très bizarre. Donc, je vais commencer, mais plus parce que là, être debout à se faire regarder, c'est un peu gênant. Donc, je vais parler, ça va meubler un petit peu. Je suis donc Charlène Schneider, que vous connaissez peut-être un peu plus par mon blog La Tanière de Kiban. Voilà, j'ai décidé de parler aujourd'hui sur les systèmes et les dispositifs de gestion des comportements. C'est juste un tout petit morceau du travail que j'ai pu mener pour écrire le livre Un cadre serein dans sa classe, ça se construit. Donc du coup forcément, je vais être un petit peu obligée parfois de revenir au livre en vous invitant à le lire forcément. Alors le but c'est pas de vous le vendre, mais c'est juste un petit chapitre, les systèmes dans le livre, et il y a plein de choses où je vais devoir passer un petit peu vite, donc j'en suis désolée, mais 30 minutes c'est vraiment très très court, et si j'arrive à faire les 30 minutes, ce sera déjà pas mal. J'avais prévu initialement un truc un petit peu plus interactif où chacun pourra un petit peu construire sa pratique, ou en tout cas commencer à se projeter pour les années suivantes. Et en fait, en 30 minutes, ça rentre pas. Donc, je vais être un peu transmissive. C'est peut-être pas la posture que je préfère, mais c'est la seule qui fonctionne ou que j'ai trouvée en tout cas sur un temps aussi court. Du coup, là, je vais tout de suite commencer par vous définir les systèmes. Pas parce que vous ne connaissez pas, je suis à peu près sûre que vous savez de quoi je parle, mais parce que selon les pratiques qu'on a et ce qu'on peut voir autour de soi, il y a des choses qui, selon moi, ne rentrent pas dans les systèmes et dont je ne vais pas parler, justement. D'accord, je parle pas très fort, apparemment. L'idée du système de gestion des comportements, c'est quelque chose qui est apparu il y a quand même un certain nombre d'années, où on avait pour idée qu'à un comportement donné, on allait, par le biais de ce système, définir une conséquence. Au départ, plutôt peut-être dans l'idée d'établir une sanction. Donc il y a des comportements qui ne sont pas souhaités, qui sont perturbateurs du cours. Et dans ce cas-là, hop, ça passe dans la moulinette du système. Et puis ça va déduire que là, tu as changé de couleur, donc tu as 5 minutes de récréation en moins. Tu es dans le rouge, il y aura un mot dans le carnet, etc. Ça, c'était un petit peu l'idée de départ. Et puis certaines personnes ont voulu voir les choses de façon un peu plus positive. Et à des comportements souhaités, on associé des formes de valorisation. Alors, on a les bons points qu'on connaît, mais ça pouvait aussi être des droits, des privilèges, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui se font encore aujourd'hui à l'école. Dans les deux cas, on a cette idée que le système vient vraiment s'intercaler entre le comportement, qu'il soit souhaité ou pas, et la conséquence du comportement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup, et ça n'existe pas par hasard. C'est que quelque part, je pense que c'est assez rassurant, parce qu'on se dit que du coup, on va être peut-être un peu plus juste puisque tous les élèves seront soumis au même fonctionnement. Ça, évidemment, si on l'a testé, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, parce que l'élève qui rentre pas dans le moule, on est bien obligé d'être un peu plus flexible, d'être un peu plus tolérant, et donc finalement le côté hyper systématique ne fonctionne plus. Et puis ça permet aussi, je pense, pour certains enseignants parfois, je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème-là en début de carrière, on ne se sent pas forcément très légitime, on a l'impression qu'on va être remis en cause dans nos décisions, soit par les élèves, soit par les parents. Et donc d'avoir ce système très automatique, et ben voilà, ça a été acté dès le début de l'année. C'est pas moi, c'est le système qui a décidé qu'il y aurait cette sanction, donc je ne suis pas coupable. Donc voilà, c'est quand même assez rassurant, et c'est pas forcément, il n'y a pas à se blâmer pour l'avoir fait. Je l'ai fait pendant de nombreuses années, et là mon propos ce sera pas de dire les systèmes c'est horrible, abandonnez-moi tout ça, mais plus de se demander, on a cette pratique là qui existe, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la fait évoluer pour que dans sa classe, on arrive mieux à gérer les comportements, et donc on arrive plus facilement à avoir un cadre qui soit sécurisant et qui soit serein. Le dispositif, pour le coup, donc j'ai choisi ce mot-là en me référant un petit peu au vocabulaire qu'on a déjà dans l'éducation nationale. On parle plutôt de dispositif quand on est dans le domaine de l'enseignement. Et justement, les comportements, on peut les enseigner.
Donc j'avais envie d'enlever ce système qui fait interface entre le comportement et la conséquence et de le transformer en dispositif. L'idée du dispositif, donc, c'est de précéder les comportements pour les induire, voire aller jusqu'à les enseigner de manière explicite, puisque pour certains enfants, clairement, ce qui nous semble la base de l'éducation et des codes, certains ne les ont vraiment pas. Et c'est pas tant voilà, une défaillance des familles qui seraient démissionnaires, c'est vraiment juste que dans leur milieu culturel ou voilà, le milieu de l'école, ça leur est complètement étranger, ils ne les ont pas, ces codes. Du coup, l'avantage, c'est qu'on enlève le système et que le comportement et sa conséquence sont plus étroitement liés. Ça rend en fait l'apprentissage des comportements beaucoup plus efficace, puisqu'on va s'appuyer sur les conséquences qui ont lieu pour s'améliorer. Le problème qu'on a quand on fait ça, c'est que du coup, on ne sait plus bien quoi faire des comportements qui posent problème. C'est-à-dire que d'accord, je précède, j'enseigne, j'essaye d'induire les bons comportements, mais il y en a quand même qui me posent problème, et qu'est-ce que j'en fais ? C'est souvent le problème qu'on a quand on abandonne les dispositifs, et là on se retrouve un petit peu dans un flou qui nous met mal à l'aise, qui insécurise aussi les enfants. Et du coup, pour ça, je m'appuie un petit peu sur la démarche que j'ai développée dans le livre, qui est vraiment de toujours se centrer sur quel est mon but, quel est mon objectif, pourquoi je fais les choses. Donc c'est intéressant de se demander pourquoi quand j'arrive en classe, voilà, quel est mon objectif, mon grand objectif, hein, vraiment pas juste apprendre la division, mais pourquoi je viens enseigner, et qu'est-ce que j'espère avoir réussi à faire d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est dans le livre, vraiment, il y a toute une démarche un peu plus détaillée. Moi, par exemple, je crois que j'avais mis quelque chose de l'ordre de permettre aux élèves d'apprendre et d'acquérir les compétences pour se développer dans un cadre serein et en toute sécurité. Donc ouais, ça peut être un petit peu long, mais ça, voilà, faut un petit peu suivre la démarche du livre. Malheureusement, ça fait partie des choses où je vais aller un peu plus vite. Et une fois qu'on a cet objectif, on va pouvoir définir quels sont les comportements qui nous posent problème. Parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de se poser là-dessus, on voit bien qu'on est envahi très rapidement par tout un tas de comportements, et ça peut être de l'élève qui joue avec son stylo à faire clic-clic pendant que j'explique, à celui qui s'est levé pour aller mettre un coup de poing à son camarade qui l'a regardé de travers. Donc il y a quand même tout un éventail de comportements qui nous posent problème et qu'on a à gérer. Et du coup, pour pouvoir les gérer, il est intéressant d'essayer de les hiérarchiser. Alors pas forcément du plus grave au moins grave, mais au moins de faire 3 catégories. C'est complètement arbitraire, il n'y a pas forcément 3 comportements dans chaque colonne. Mais voilà, en se centrant sur la perturbation, on peut déjà essayer de se dire il y a des comportements, typiquement parler sans lever le doigt, c'est peut-être quand même beaucoup moins grave et pas à gérer de la même façon que je donnais l'exemple extrême de la violence physique. Donc ça, le but, c'est vraiment juste de faire un travail de réflexion quand on n'est pas dans la classe. Ce travail de réflexion, il va nous permettre, une fois qu'on est dans la classe, de pouvoir réagir parce qu'on aura déjà anticipé les situations les plus fréquentes. Pour s'aider à faire ce tri, donc là, je vous montre plein de fiches qui sont dans le livre, hein, qui sont à télécharger. Je propose cette fiche-là qui peut servir aussi dans d'autres contextes, mais dans celui-là, on va pouvoir, avec un certain nombre de questions, essayer d'hiérarchiser. Donc, il y a le rapport à la violence, le rapport au règlement. Il y a aussi, est-ce que le comportement va toucher un seul élève ou de nombreux élèves? Est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est tout au long de l'année et ça s'étend? Et du coup, une fois qu'on a rempli ces fiches, à chaque fois avec un comportement donné, on va pouvoir les trier. Donc ça, c'est un travail qui peut être intéressant à faire si vraiment on ne sait pas trop par quel bout y prendre, ou on va réussir du coup à faire un petit peu nos 3 petites colonnes et se dire je ne vais pas réagir de la même façon pour tel comportement et pour tel autre. Ça permet aussi d'y voir clair dans les classes où on est un petit peu débordé, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que rien ne va. Et on se dit, mais en fait, toutes les 3 secondes, je dois m'arrêter. Peut-être qu'on va être capable de se dire, ce comportement-là, temporairement, je ne vais pas m'arrêter dessus. Tant pis, il a eu lieu, il a parlé sans lever le doigt, mais en fait, j'ai d'autres problèmes à traiter d'abord. Et petit à petit, comme ça, au fur et à mesure de l'année, d'affiner un petit peu nos attendus. Une fois qu'on a défini ces comportements,
On peut pour chaque comportement, donc là c'est toujours un extrait, on va pouvoir définir quelles sont les réponses qu'on va apporter. C'est-à-dire qu'en amont, on va anticiper que dans les cas, les comportements les plus fréquents qu'on a repérés, on a un certain nombre de réponses qui existent. Accompagnement et aide, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, hein. L'idée, c'est voilà, d'être toujours aux côtés de l'élève et d'essayer de l'aider à s'améliorer. Une parole ou un geste, je pense aussi que c'est assez clair, hein. Ça peut être la main sur l'épaule, ça peut être un signal qu'on a défini avec l'élève lui-même. Moi, il m'arrive d'avoir des élèves qui ont des grosses difficultés, qui, par exemple, ont pour signe de tapoter sur leur table. Ça veut dire que là, il ne peut plus tenir et donc il a une autorisation de sortir ou voilà. On peut avoir ce genre de signaux. Et puis, les 3 derniers points sont peut-être moins clairs pour tout le monde. Les conséquences naturelles, et puis j'ai aussi là les conséquences logiques, ça vient de la discipline positive. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. La recherche de solutions, ça parle assez bien, mais c'est pareil, je vais prendre un petit moment. La recherche de solutions, c'est l'une des réponses qu'on peut apporter et qui marche vraiment très bien. Parce qu'il y a des comportements en fait, qui ne nécessitent pas forcément une réaction directe de notre part. Je pense notamment au début d'année où on a souvent des bavardages, des élèves distraits. Voilà, ils n'ont plus tellement l'habitude d'être en classe. Et on est très tenté de rappeler, non, à l'école on se tait, c'est comme ça, écoute-moi. Et puis au bout d'un moment, on finit par punir ou en tout cas intervenir un peu plus durement. Alors qu'en fait, on peut peut-être s'autoriser un petit peu de temps et prendre le temps de discuter avec les élèves. Alors soit dans les premiers jours de la rentrée, dire là on va faire une pause, qu'est-ce qui ne va pas dans la classe, qu'est-ce qui ne marche pas et quelles solutions on peut y trouver, ou alors en conseil de classe. Donc c'est pour ça que je mets le conseil des élèves. Alors ça c'est un dispositif un petit peu spécifique, mais qui peut être vraiment mis dans toutes les classes, où en conseil d'élèves, on a un temps pour résoudre les problèmes. Et l'idée, c'est pas que les élèves vont trouver des solutions complètement extraordinaires et nouvelles et auxquelles on n'aurait pas pensé, mais le simple fait que ce soit eux qui aient suggéré la solution et qui aient voté pour la solution et qui se soient engagés personnellement à la respecter, ça la rend tout de suite plus efficace que si c'est nous qui l'avons proposée. Et parfois même, on a des solutions, on se dit ça va pas être possible et ça va pas marcher. On essaye et parfois ça marche pas. Et on se demande pourquoi du coup, et on reste dans cette optique de recherche de solutions. Et parfois ça marche étonnamment bien. Donc c'est quand même une des réponses qu'on peut apporter au comportement problématique et qui va moins créer de stress pour nous, qui va moins créer d'impression de c'est le bazar, j'ai perdu la main, je n'arrive plus à rien. Avec la recherche de solutions, on s'en sort très paisiblement pour le coup avec les élèves et c'est assez valorisant. Pour le coup, ceux qui cherchaient dans les systèmes quelque chose qui est valorisant, là on va valoriser la capacité à prendre du recul sur son propre comportement, trouver des solutions, les mettre en place. Les conséquences naturelles, donc je vous disais, c'est quelque chose qui vient de la discipline positive. L'idée, c'est tout simplement de laisser l'élève assumer les conséquences de ses actes. Alors bien sûr, il y a des limites, notamment les cas de violence, on ne laisse pas assumer les conséquences, mais ça peut être un élève qui n'a pas fait ses devoirs, qui n'a pas appris sa leçon, qui n'a pas révisé. On peut lui dire tout simplement non, je ne vais pas te réexpliquer. Tu n'as pas révisé, tu vas assumer la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, tu vas être un peu perdu. Et si tu veux rattraper ça, ce soir, tu vas reprendre ta leçon et tu vas retravailler ta leçon. Mais moi, en tout cas, je ne compenserai pas ton manque de travail. Parce que je peux aider quelqu'un qui fait l'effort, mais quelqu'un qui n'a rien fait, je ne vais pas passer l'année à lui répéter, à lui re-répéter, etc. Ça marche pour certaines situations, ça ne marche pas toujours, mais je trouve intéressant quand on a un comportement qui n'était pas celui souhaité, de se demander est-ce que je ne peux pas juste tenter de ne pas compenser, parce que souvent on a envie de compenser, et de le laisser assumer tout simplement. Évidemment, l'élève qui n'est pas du tout dans l'apprentissage, le coup de voilà, t'es perdu, ça ne le perturbe pas plus. Donc ça ne marchera pas avec tous, c'est une solution qui a ses limites aussi. Pour les conflits, en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de répréhensible. C'est même tout à fait sain qu'il y ait des conflits et qu'il y ait des malentendus. Par contre, les élèves doivent apprendre à les gérer. Donc il y a quelques outils qui existent sur lesquels je ne m'étendrai pas, à savoir les messages clairs et la communication non violente, et puis la médiation par les pairs, qui est quand même un dispositif très cadré,
qui nécessiterait un atelier à part entière, je pense, et peut-être même plus. Si toutes les solutions qu'on a, toutes les réponses qu'on a testées, ou si on est dans un cas extrême, tout ça ne suffit pas, on a quand même la sanction. Je sais qu'il y a eu depuis quelques années quand même des discours très orientés sur la bienveillance et sur des choses très positives, avec des enseignants qui parfois disent moi je ne sanctionne plus et je ne crie plus et tout se passe merveilleusement bien. Si c'est vrai, c'est très bien pour elle, mais moi je n'ai pas expérimenté ça. J'ai plutôt expérimenté que quand on ne sanctionne pas, au bout d'un moment, ça devient un peu flou. Il y a des élèves qui commencent à déborder. Et moi-même, parfois, j'ai pas envie de sanctionner. En fait, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'avancer, j'ai envie de laisser couler, de dire allez, c'est bon. Et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont agités, de plus en plus d'élèves qui commencent, et souvent on en sanctionne un et puis c'est fini. La classe est redevenue calme. Le but, c'est pas de faire la punition exemplaire, c'est pas de mettre l'enfant au pilori, voilà. Mais en fait, la sanction crée aussi, participe au cadre et du coup rassure aussi les élèves, puisqu'on rappelle les limites. La sanction, par contre, là où c'est très délicat, je pense qu'on nous a tous dit, la sanction doit être éducative, et puis débrouillez-vous avec ça. Et on ne sait pas forcément laquelle trouver ou comment faire pour avoir la vraie sanction qui va être éducative, qui n'est pas humiliante, qui n'est pas, qui n'est pas un acte de maltraitance. Et pour ça, j'ai quelques pistes quand même. Alors, je m'appuie sur le travail d'Éric Préra, qui a écrit un tout petit livre qui est facile à lire, qui s'appelle La sanction en éducation, qui est assez clair sur le sujet. Et il met en avant 3 fins, donc 3 visées de la sanction. La première est éthique, c'est-à-dire que c'est le côté éducatif de la sanction. Quand on sanctionne l'élève, on a dans l'idée quand même que grâce à cette sanction, il va grandir, il va s'améliorer et on aura fait un acte éducatif. Elle a aussi une fin politique. Donc là, le mot peut un peu questionner, mais c'est l'idée que si on peut enfreindre la règle sans être sanctionné, la règle ne tient plus. On n'est plus obligé de la respecter du coup, puisqu'il n'y a pas de conséquences. Donc le but de la sanction aussi, c'est de rappeler qu'il y a la règle et que cette règle, elle est inviolable parce que cette règle, elle permet au groupe d'exister. Et d'ailleurs, la sanction a aussi une fin sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on enfreint la règle, quelque part, on s'exclut du groupe. Et la sanction doit toujours essayer de faire revenir l'élève. Donc, on a toujours cette idée de réparation. Alors, on est bien sûr, quand on a mis un coup de poing à un copain, on ne va pas le réparer. Mais on peut quand même essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a abîmé d'autre, la relation, la confiance en soi de l'autre élève. Voilà, donc il y a quand même l'idée de la réparation qui est possible. Si on arrive à avoir une sanction qui répond à ces 3 objectifs, du coup, on est à peu près sûr quand même d'avoir réussi à faire un vrai acte éducatif et pas simplement une punition. Une autre piste qui peut aider pour définir une sanction, et celle-ci, elle est peut-être un peu plus concrète. Là-dessus, je m'appuie sur les 4 R de la conséquence logique, donc en m'appuyant sur la discipline positive. Mais je trouve quand même que la conséquence logique et la sanction se ressemblent beaucoup. L'idée, c'est donc que la sanction soit reliée à l'erreur. Typiquement, un élève qui a dessiné sur sa table, sa sanction, ça peut être tout simplement de nettoyer sa table. Donc la sanction n'est pas forcément quelque chose d'énorme, ça peut être quelque chose de très très simple. Elle est respectueuse, donc la façon qu'on a de l'aborder et de l'annoncer aussi joue beaucoup. Si on commence à avoir des propos méprisants auprès de l'élève parce qu'il a dessiné sur la table, ou si on lui dit là en fait c'est juste pas possible ce que tu viens de faire, tu vas récupérer une éponge, mais tout ça très calmement, tout de suite on n'a pas le même effet. Elle est raisonnable, on ne demande pas à l'élève de nettoyer toutes les tables de l'école, il en a sali qu'une. Parfois on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, notamment peut-être pour servir cette fin politique d'exemple. Il a fait une bêtise, il va avoir une grosse sanction. Puis parfois, alors ça c'est moins avouable, mais l'élève qui a fait déjà 15 bêtises dans la journée, on en a un petit peu marre, donc on a envie de le faire... peut-être pas souffrir, mais en tout cas dire là, tu m'embêtes depuis ce matin, donc tiens, voilà ta sanction et elle va te faire passer l'envie.
Donc si on arrive à rester tout le temps raisonnable, du coup, on évite ce travers-là un petit peu de vengeance qui peut nous faire rentrer dans un cercle vicieux qui ne sera pas du tout efficace. Et puis alors, on a le dernier R, c'est révéler à l'avance. Celui-ci, c'est si on y arrive, ce n'est pas toujours le cas. Typiquement en EPS, on va dire celui qui se comporte mal ou qui fait acte de violence ou qui est excité, il ira se mettre sur le côté. Donc celle-là, on l'a annoncé à l'avance, il n'y a pas de problème. Mais on sait aussi que nos élèves sont de grands créatifs et parfois, il m'arrive de dire à l'élève, en fait, là, je ne sais pas quoi faire de ton comportement. Clairement, il est en dehors de tout ce qu'on peut accepter, donc il y aura une sanction. Et dans ce cas-là, je diffère. Donc je ne suis plus dans le révéler à l'avance. Je lui dis, à midi, je vais parler avec les autres maîtresses. On va réfléchir à ce qu'on va faire de ça. Il y a 14 heures quand tu reviens, on va avoir une discussion et je t'annoncerai la sanction à ce moment-là. Ce n'est pas le cadre idéal, mais parfois, voilà, on est pris au dépourvu et il vaut peut-être mieux se prendre le temps de la réflexion pour être dans une vraie sanction plutôt que de se dire, là, mon devoir de maîtresse, c'est de réagir et de couper court tout de suite. Si on y arrive, on peut, mais parfois on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, différer me semble plus raisonnable. Quelle que soit la sanction qu'on décide de mettre en œuvre, il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas échapper à la parole. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas tout sanctionner et que le premier travail qu'on a fait de tri sur les comportements est très important parce qu'on ne peut pas tout sanctionner. Donc on va sanctionner vraiment les comportements les plus problématiques. Et du coup, on va devoir prendre du temps. Alors, ça peut être du temps avant pour des élèves qui ont tendance à répéter certains comportements, où là, on va avoir vraiment une discussion de fond et tu sais que si tu recommences, il y aura de nouveau cette sanction et ça nous évite d'avoir une discussion à chaque fois. Ça peut être pendant, l'élève qui est sorti du cours de PS, on peut parfois garder un œil sur ce qui se passe et en même temps discuter avec l'élève. Le plus souvent, ce sera quand même après. Et notamment, moi, j'aime beaucoup utiliser ce temps de parole pour justement permettre à l'élève de revenir, puisqu'en général, j'attends quand même de lui un engagement ou quelque chose, en tout cas, pour que justement cette sanction ait permis le retour au groupe. Donc ça, vraiment, quelle que soit la sanction qu'on décide de mettre en œuvre, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de la parole, parce que si on ne le prend pas, la sanction peut ne pas avoir de sens pour l'élève. Et du coup, on n'est plus dans l'acte éducatif puisque cette sanction n'aura servi absolument à rien, en tout cas du point de vue de l'élève. Du coup, maintenant qu'on sait comment remplacer le système par nos réactions à nous et les réponses qu'on apporte, on va pouvoir s'intéresser un peu plus au dispositif. Le dispositif, donc, je vous ai dit que c'était très important de cibler, de se donner un but, de voir vraiment qu'est-ce que je veux dans ma classe. Là, alors, je parle des compétences psychosociales parce que c'est encore un schéma du livre et que c'est quelque chose qui est un peu plus détaillé, mais les compétences psychosociales, c'est toutes les compétences très transversales du type être capable de convaincre, de débattre, de résoudre des problèmes, de repérer ses émotions et de comprendre celles des camarades. Donc c'est toutes ces compétences-là qui sont très très sociales. On doit les développer du coup pour encourager les comportements qu'on souhaite. Et pour ça, on a toute une série de moyens, que ce soit la communication, des séquences d'apprentissage. Ça existe, il y a un livre notamment chez Retz, je crois que c'est Enseigner les compétences psychosociales ou Enseigner avec les... qui sont très très bien. On peut avoir des accompagnements. Alors là, ça peut être aussi RASED, ça peut être ceux qui ont un CESAD aussi qui œuvrent sur l'école ou des choses de cet ordre. Et puis on a notre dispositif. Donc là, tout de suite, le dispositif, il est quand même beaucoup moins central dans notre pratique que pouvait l'être le système, en tout cas en matière de gestion des comportements. Pour définir ce dispositif, on a besoin du coup de se demander quels sont les comportements qui vont favoriser un cadre serein dans sa classe. Donc là, on a traité des comportements qui étaient ceux dont on ne souhaitait pas, qu'on ne souhaitait pas voir dans la classe. Et puis là, on a le dispositif qui encourage les comportements souhaités. Et là encore, je vous propose une fiche qui est du livre, avec différents objectifs qui correspondent là encore à des choses un petit peu détaillées dans l'ouvrage. Mais pour le coup, c'est 3 éléments, je trouve, qui arrivent vraiment à permettre de créer un dispositif qui fonctionne. Si on favorise la coopération,
qu'on aide à résoudre les différends et les conflits et qu'on arrive à avoir quelque chose qui permet un retour réflexif sur ce qui s'est passé et comment on peut trouver des solutions, dans ce cas-là, on arrive à un dispositif qui fonctionne assez bien. Alors, il n'y a pas besoin de réinventer des choses qui existent déjà, hein. Les conseils de classe, ça marche très bien. Je vous ai parlé de la communication non violente, la médiation par les pairs, mais certains font par exemple la météo à la fin de la journée. Ça peut être voilà, la partie permet un retour. Pour les conflits, peut-être qu'il existe d'autres choses aussi que la médiation par les pairs et la communication non violente. Mais en tout cas, voilà, on peut prendre dans ce qui existe déjà et essayer de voir si ça répond à nos objectifs. En ayant du coup en tête le rôle des élèves aussi au sein de ce dispositif. C'est important qu'ils soient partie prenante et pas juste la cible du dispositif comme ça pouvait être le cas dans un système où et puis voilà, définir aussi le rôle de l'enseignant. Voilà, je pense que j'ai fait presque mes 30 minutes. J'ai quand même mis les informations si vous voulez me contacter, parce que là, je vais pouvoir vous donner un petit peu la parole si vous avez des questions. Mais il reste 3 minutes, donc je sais que ça va être un petit peu juste. Il ne faut pas hésiter à me contacter l'été. Voilà, je réponds quand j'ai le temps, mais ça ne me dérange pas du tout de répondre. Et vous avez peut-être plus de chances d'avoir une réponse que dans l'année scolaire où je suis beaucoup trop occupée avec ma classe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh ben, merci d'être venu. Ah, pardon. Le dispositif, vous le créez avec vos élèves alors, en début d'année ? Alors, dans ma classe, le conseil de classe, c'est moi qui le propose, par exemple. La médiation par les pairs, c'est quelque chose qui est au niveau de l'école et les messages clairs aussi. C'est des choses qui existent déjà. Par contre, le conseil de classe, l'idée, c'est vraiment que les élèves puissent avoir la main dessus. Donc, il peut leur arriver, justement pendant ce temps-là, de faire des suggestions, de proposer des nouvelles façons de faire ou des aménagements du conseil de classe. Voilà, donc je propose une base dès le début de l'année pour qu'on ait un temps et un moment qui soit vraiment précis et anticipé pour pouvoir parler de tout ça. Mais clairement, chaque année, moi je garde maintenant mes élèves pendant 2 ans, mais même d'une année sur l'autre, les dispositifs peuvent évoluer en fonction de leurs remarques. Alors, moi, je fais un temps par semaine. Au départ, je faisais 45 minutes, mais on se rend vite compte que la classe s'apaise quand même. Au bout de quelques mois, on arrive déjà à de bons résultats. Et il m'est arrivé de réduire à 30 minutes aussi. 10 minutes, en général, on faisait 10 minutes de félicitations et d'encouragement, 10 minutes pour les problèmes et 10 minutes pour les projets. Par contre, du coup, je faisais aussi un créneau spécifique pour les projets pour réfléchir, justement. Parfois, ils créent des groupes de travail. Avec une thématique et dans ce cas-là, ils réfléchissent pour faire une proposition de nouveau fonctionnement à la classe et ce sera voté en conseil.